Nous continuons donc d'évoquer rapidement ce code de bonne conduite entre les 6 candidats de l'opposition. Alors, je pense que c'est Marc qui avait la parole avant qu'on aille à la pause. Oui, je disais qu'il est très intéressant de faire remarquer que ce n'est pas parce qu'il y a ce code de bonne conduite que les gens ne vont pas continuer à s'attaquer. Si ça sert leurs intérêts et que nos opposants, nous les connaissons tous, ils sont tous dans des calculs d'intérêts. Et que l'enjeu véritable aujourd'hui, c'est qui sera la deuxième force du pays après unir à ces élections-là. Ayons le courage. Mais ça, c'est ton analyse, hein? Pourquoi tu ne me laisses pas terminer mon analyse? Parce que je suis là pour parler de mon analyse, oui, pas de la parce tienne. que c'est pas l'enjeu pour tout le monde. L'enjeu de cette élection, en tout cas pour le trio de tête, on sait. C'est vrai qu'il y a 4 autres qui vont faire des scores d'à peu près. Mais ceux qui pourront faire des scores honorables de plus de 5%, on sait qu'ils sont 3. Jean-Pierre Fabre, Agbeome Kodjo et Fonya Simbe. Et l'enjeu pour les deux, Agbeome, on connaît, il a passé tellement de temps dans l'ombre. Et on a vu même comment difficilement il a eu ces 2 postes-là à l'Assemblée récemment. Et donc, Agbeome veut profiter de la dynamique Kodjo pour se refaire une santé. Et même, pourquoi pas, passer devant l'ANC en termes de mobilisation, en termes de nombre de voix obtenues, en termes de force politique. L'ANC sait que si elle ne pourra pas battre fort, l'enjeu principal pour lui sera de garder son leadership au sein de l'opposition. Et c'est là l'enjeu de cette élection, en tout cas pour les 2 partis. Maintenant, espérer qu'il y aurait véritablement changement dans la nomenclature du pays. Moi, ça fait 6-7 élections que je couvre déjà au Togo. Et pour avoir analysé, observé, vu toutes ces élections, je doute fort qu'il y ait un bouleversement important. D'autant plus que nous allons même à ces élections plutôt de manière plus paisible. D'accord, c'est Germain qui va avoir la parole maintenant. Le point 10 quand même du document sur le code de bonne conduite qu'on a eu préconise de mettre en place une équipe technique pilotée par la société civile qui sera chargée de proposer les modalités pratiques de mise en œuvre de ces 9 points. Bon, c'est comme si c'est... Oui, c'est maintenant qu'on y réfléchit, alors qu'on est déjà dans le jeu. Moi, je pense que, voilà, c'est ce que je disais, c'est à la hâte. Et probablement, cette équipe technique, c'est elle qui a proposé ce document. Les gens disent, mais c'est trop tard pour faire ça. Elle dit, mais nous, on va réfléchir et vous proposer comment mettre ça en pratique. Voilà, moi, je pense que c'est un peu comme ça, à peu près. Je peux me tromper, mais c'est pas sérieux. Pour aller à une élection, on veut mutualiser ses forces. Les gens ont passé des mois à s'entre-déchirer, et ça, ils le reconnaissent dans le point 1. Et c'est pendant la campagne qu'ils sortent ce code-là, où il faut plusieurs choses, il faut préparer des choses. Non, ça veut dire que chacun s'est préparé individuellement, ou je dirais même personne ne s'est préparé. Maintenant, on se rend compte que sur le terrain, on n'a pas assez de délégués. Il faut se mettre ensemble pour espérer en avoir, pour faire face à ceux du NIR, ce comme ils disent, alors que l'objectif d'un délégué, c'est pas ça. C'est pour peut-être sécuriser pour la vérité des urnes et tout ça. Donc, c'est une équipe comme ça, et je pense que c'est déjà borné parce que ça arrive tardivement. Ceux-là qui ont eu cette idée auraient dû très tôt, il y a peut-être 3 semaines ou 1 mois, mettre ce code-là à la disposition de ces leaders-là qui ont passé le temps à se discréditer. Et puisque Marc disait n'est pas faux, quand vous voyez à chaque élection, pendant et après l'élection, vous voyez au sein de l'opposition les gens se réjouir de la défaite des autres opposants. Au point où une fois il y a un leader du CAR qui disait mais on ne va pas aux élections pour voir qui est le premier des échoués. Mais on va pour gagner une élection. Et donc, les gens sont dans cette dynamique. Aujourd'hui, l'objectif pour Agbeome sera de voir s'il va atteindre l'électorat de femmes. Mais ça va être magique parce qu'on vient de sortir de 2 élections auxquelles Agbeome a pris part, même si l'ANC n'a pris part qu'à une seule élection. Il y a eu les législatives et il y a eu les locales. L'ANC n'a pris part qu'au local et on a vu son résultat. C'est le parti le plus important. Et au Togo, les gens ne sont pas des gens à convaincre. Ce n'est pas les 2 semaines de campagne qui vont convaincre les gens. Les gens ont déjà leurs idées déjà, même si la campagne joue, ça joue très peu. C'est-à-dire les indécis, ils sont une petite proportion de Togolais, des gens qui sont là, qui savent où aller, qui savent qui voter, ils ne sont pas nombreux. Donc la campagne
ne va pas trop influencer. Mais je pense que cette dynamique est venue plutôt anéantir l'opposition, qui était déjà anéantie avec la C14 et le boycott des législatives de décembre 2018. Donc ça va être compliqué, mais c'est vrai, pour l'unir, c'est pas encore gagné. Le président de ce parti le rappelait, il faut aller convaincre, mais ce code-là, moi, je ne crois pas du tout, parce que c'est dans l'impréparation totale qu'il a été élaboré, et il n'y a pas, on ne sent pas l'adhésion des candidats quand on voit déjà ce qui s'est passé il y a 2 jours. Et puis, vous le disiez vous-même sur les réseaux sociaux, un peu partout. Moi, je ne pense pas que ça va changer. La guerre reste interne et intacte au sein de l'opposition. Le dernier sujet, c'est cette sortie d'Agbeome Kodjo qui exige un dépouillement immédiat du vote par anticipation. Il était sur une radio, c'était hier, entre autres sujets qu'il a évoqué. Il a parlé de la crédibilité, de la transparence du scrutin du 22 février. Et pour lui, donc, pour que ces 2 choses soient garanties, il faudra procéder immédiatement au dépouillement après le vote par anticipation des forces de défense et de sécurité. Marc Abouflan, ce n'est pas la pratique. Ah, là, je te prends la parole, c'est mon tour. Non, c'est moi qui distribue la parole. Mais sur les, c'est moi qui donne la parole. Je sais, je connais le sens dans lequel je donne la parole. Je connais le sens dans lequel je donne la parole. Pas de problème. Merci beaucoup, Samuel, de me donner la parole et de bien jouer ce rôle-là. Je pense que Agbeome est en train de jouer la montre, de jouer l'opinion. Quand je dis jouer l'opinion, c'est de surfer sur cette vague de contestation permanente. Vous savez, les militants traditionnels, Germain le disait tout à l'heure, que chaque parti au Togo a une base traditionnelle qui ne se meut pas vraiment beaucoup. Les petits changements que peut apporter une campagne électorale sont très très infimes. Et Agbeome espère aujourd'hui surfer sur l'électorat traditionnel de l'ANC qui est dans la contestation permanente. C'est pour ça que vous allez constater qu'à chaque sortie d'Agbeome depuis un moment, il est dans la contestation permanente. Maintenant, qu'est-ce que dit le code électoral par rapport aux votes par anticipation? Je ne connais pas ce que dit le code électoral, mais ce que je sais, c'est que la pratique a toujours été dans le sens qu'une fois le vote effectué, les urnes sont scellées et ne sont dépouillées une fois que le vote final, c'est-à-dire une fois après le 22 février. Je pense qu'il y a quelques années même, certains contestaient la nécessité de ce vote par anticipation des forces de sécurité. Et donc, je pense qu'Agbeome est en train de s'inscrire dans cette logique permanente de contestation. D'autant plus que le MPDD est représenté au sein de la CENI, qui est l'instance qui organise ces élections. Je pense que si Agbeome était sérieux dans cette revendication, si ce n'était juste pas une contestation pour une contestation, il aurait pu faire porter cette revendication légitime par son représentant qui peut porter ça au sein de la CENI, mais le faire par médias. Première sortie de campagne, vous comprendrez que comme moi, que c'est beaucoup plus une manière de se donner une visibilité. Alors, vous avez dit quand même quelque chose d'important et je voudrais apporter un élément là-dessus. Au niveau du code électoral, le code électoral consacre le vote par anticipation des forces de défense et de sécurité, mais elle n'en organise pas les modalités. Alors, puisque le même code donne à la Commission électorale nationale indépendante la possibilité d'émettre des directives. Alors, le 27 janvier 2020, alors, il y a eu donc une directive de la CENI sur justement le vote. Et le point 10 de cette directive, je vais en donner lecture rapidement, il dit « À la clôture du vote par anticipation, l'ouverture de l'urne destinée au passage des bulletins est terminée et on y pose un 5e scellé. Son code est également relevé et transcrit au procès verbal. Il n'est pas procédé au dépouillement. » Voilà donc la directive de la CENI pour expliquer clairement à ceux qui nous suivent. Les forces de défense et de sécurité votent par anticipation quelques jours avant le vote général. Les urnes sont scellées, le code des scellés est inscrit. Les urnes sont déposées au niveau des scellés et le jour du vote général, à 1 heure au moins de la fermeture, de la clôture du vote, ces urnes sont ramenées, les scellés sont sautés,
et les bulletins, on ne les compte pas, on les déverse sur ceux du vote général, ils sont mélangés et comptés ensemble. Alors, il y a quel problème quel est le problème que pose Agbeyome ici? Il faut rappeler que le responsable représentant Agbeyome au sein de la CENI était là quand cette directive a été prise, bien évidemment. Vivien Tomi. Oui, je voudrais, avant de répondre à cette question, dire comme Faure Gnassingbé qu'il faudrait que dans nos propos, qu'on considère tout le monde, tous les acteurs. Et je ne suis pas d'accord qu'on dise que des candidats de l'opposition sont à cette élection juste pour se positionner. Je crois que quand on va à une présidentielle, c'est pour pouvoir remporter la victoire. Et je ne suis pas d'accord aussi qu'on dise qu'il n'y aura pas de changement. Parce que même si le président Faure Gnassingbé remporte la victoire à cette élection, il faut qu'il y ait un changement au niveau des pratiques. Et lui-même, il a dit d'ailleurs, nous devons changer et continuer l'œuvre. Donc, même si c'est un ancien président qui est réélu, il y a toujours un changement après chaque élection présidentielle. Maintenant, pour revenir effectivement à la question du vote par anticipation des forces de l'ordre, il ne faut pas qu'on se trompe. Les forces de l'ordre ne peuvent pas voter le même jour que les autres citoyens. Sinon, le pays n'est pas en sécurité. Alors, la première raison, c'est la sécurisation du vote au niveau vote général. Donc, que ça soit clair, jusqu'à preuve du contraire, et surtout dans un monde où maintenant on est face à des risques d'attaque de partout. Nous sommes à la porte du Burkina Faso et pas trop loin du Nigeria. Il ne faudrait pas qu'on essaie de tromper les citoyens. Nous avons besoin que les forces de l'ordre et de sécurité assument la sécurité le jour du vote, où les intentions des citoyens sont tous tournées vers l'issue du vote, les résultats. Il faut que quelqu'un soit libre pour pouvoir s'occuper de notre sécurité. La première chose. La seconde chose, c'est que les forces de l'ordre et de sécurité ne sont pas des citoyens de deuxième ne sont pas des citoyens à part. Pour qu'on puisse compter leur voix à part. Le risque, c'est quoi? Si je suis un président sortant et je constate, par exemple, que lors de la décompte des voix des forces de l'ordre, ils ont voté plutôt mon opposant, ça ne va pas beaucoup me plaire. Alors, il faut que eux aussi, leur vote soit sécurisé, comme le recommandent nos tests. Donc, on compte le vote des militaires, des gendarmes, des policiers, le même jour qu'on compte le vote des autres citoyens. Et ce n'est pas qu'on les compte à part, ils sont mélangés en même temps. Donc, sur cette disposition-là, je crois que le législateur, en proposant cette disposition, a pensé à beaucoup de facteurs. Donc, c'est important qu'on le dise. Et aujourd'hui, demander qu'on change cette règle, c'est difficile. C'est comme, on veut mettre le pays en insécurité. 2, on va mettre le vote des hommes en uniforme en insécurité. Et puis aussi, il ne faudrait pas qu'on se trompe. Nous sommes à la porte des attaques djihadistes et il faut que ceux qui... Il y a des gens disponibles pour assurer la sécurité. Fassent ce travail. C'est important. Il faut rappeler que celui qui fait cette... je l'appelais proposition à Agbeyome Kodjo, il a été aux affaires, Premier ministre, président de l'Assemblée. Ça se faisait comme ça, même quand il était aux affaires. Pourquoi aujourd'hui, soudainement, il ne voudrait pas que ça continue comme ça? Non, je pense que Agbeyome, il veut dire qu'il est le meilleur candidat de l'opposition, il veut proposer, mais il n'y a pas de véritable innovation. Et puis il propose des choses parfois qui sont contre la loi. Parce qu'il avait même sorti quelques mesures pour assurer la transparence de l'élection, qui était en déphasage même avec le code électoral, qui n'est pas une création togolaise, c'est fait partout. Togo s'est calqué sur des... Il faut dire que leurs représentants dans la CENI ou chose, ne les renseignent pas suffisamment. Oui, non, c'est pas ça. Je pense qu'il veut dévancer les autres candidats de l'opposition. Il veut dire qu'il fait quelque chose de nouveau, alors qu'il n'en est rien. Il n'y a pas d'enjeu sur le dépouillement du vote des militaires. Donc, d'abord, il fait croire aux militants de l'ANC que Fabre a gagné l'élection, mais il n'a pas su défendre sa victoire. Donc, lui, il va gagner, défendre sa victoire probablement. Peut-être qu'il veut... Donc, mais je pense que ce n'est pas des propositions sérieuses. Il sait bien que ça ne peut même pas aboutir, mais il le fait.
pour dire qu'il propose quelque chose et que pendant ce temps, les autres ne proposent rien, alors qu'on ne fabrique pas, on ne refait pas la roue. C'est des choses qui sont là. Et il allait aux élections avant, il n'a jamais demandé qu'on change cela. Aujourd'hui, il donne l'impression de... Non, je pense que c'est quelqu'un qui est en lutte par rapport aux autres candidats de l'opposition. Il a envie qu'on dise que c'est lui, il propose des choses, mais bon, là, il s'attaque à des pratiques qu'on ne peut pas retoucher parce qu'il n'y a pas un enjeu. Je ne sais pas s'il me disait, bon, voilà, il y a 2 millions de militaires. Quand ils votent, il faut faire le défouillement parce qu'il y a des fraudes, tout ça, on comprendrait. Mais là, déjà, il y a la moitié. Bon, je ne sais pas, on ne connaît pas l'effectif des forces de défense et de sécurité, mais il y a au moins 10 000 déjà qui sont chargés de sécuriser les élections et qui ne sont pas libres le jour du vote, comme Tommy le disait, qui doivent voter avant. Maintenant qu'on dépouille immédiatement au part, qu'est-ce qu'il insinue? Est-ce qu'il y a une fraude? Est-ce que le fait de connaître le résultat du vote d'un militaire change quelque chose au cours de l'élection? Donc il veut ventiler des idées qui n'ont ni tête ni queue. Mais je pense que pour lui l'essentiel c'est de dire qu'il maîtrise le système. Il veut faire croire qu'il maîtrise certaines choses alors que véritablement nous ne sommes plus à des époques où il faut improviser. Et depuis 2007, il faut dire que les élections se déroulent dans une certaine transparence. Et toutes les fois que les gens disent qu'il y a fraude, véritablement, on n'apporte pas des éléments de ces fraudes-là. Maintenant, s'il veut dire, voilà, il y a fraude au niveau du vote des militaires, qu'ils disent comment ça se fait et par quel moyen on peut contrer. Mais je pense qu'il est un peu dans le show, il a envie qu'on dise qu'il est fécond. Donc en idée, alors en même temps, au niveau du vote, enfin la proposition d'Agbéomé, ça intervient quelques jours après qu'il ait fait, j'allais dire un peu, une sorte de clin d'œil à l'armée, avec des propositions d'amélioration vraiment substantielles de leurs conditions. C'est pour dire, ma proposition fait effet, j'ai gagné le vote des militaires, c'est ça? Peut-être, mais moi je continue par penser que cette proposition d'Agbéomé, c'est pour surfer sur la vague, en tout cas pour les électeurs pour qui le bon opposant doit être celui qui conteste tout et rien. Et c'est pour capter cet électorat-là qui traditionnellement est acquis au parti Orange. Maintenant, moi, je pense aussi que... Là aussi, c'est pas vérifié. On ne peut pas dire que l'électorat de la police, de l'armée, c'est... Il faut bien m'écouter. Oui, alors... Je dis que l'électorat contestataire, ceux qui sont dans la logique de le bon opposant doit contester, c'est un électorat traditionnel réservé à l'ANC. Et Agbéomé veut surfer sur cet électorat-là. Maintenant, il y a un autre élément qu'on ne voit pas trop, et ça, on ne comprend pas la proposition d'Agbéomé. Vous savez, c'est 10 000 forces de l'ordre déployées pour la proposition. Le Togo, les effectifs, c'est moins de 40 000 en tout cas. Moins de 40 000 forces de l'ordre de sécurité. Sur les 3 millions et plus d'électeurs, c'est moins de 0,033 de l'électorat. C'est-à-dire que ça ne représente pas d'enjeu. Peut-être que pour M. Agbéomé, qui à sa dernière participation aux élections a eu un score de 0,9%, ces 0,033 peuvent être importants, mais sur l'échiquier national, pour espérer remporter une élection, ce n'est pas important. Maintenant, j'ai suivi les mesures que propose Agbéomé à l'armée. C'est vrai qu'on donne l'impression, ou en tout cas, c'est peut-être aussi vérifié, que l'armée joue un rôle important dans la gestion du pays, et donc que celui qui vient au pouvoir doit forcément avoir l'armée. Parce que dans le contexte international, même l'armée est importante pour la sécurisation de qui que ce soit. Et donc, tous les candidats veulent faire un clin d'œil à l'armée. Agbéomé, je pense, a dévancé les autres sur cet aspect-là. Agbéomé, qui est un ancien cadre du parti au pouvoir, sait aussi ce à quoi s'attendent un peu les militaires pour avoir traité avec un certain nombre d'entre eux, et il veut leur faire un clin d'œil. Mais de là à espérer qu'il pourrait gagner le vote des militaires, même s'il le gagne, qu'est-ce que ça représente pour gagner l'élection nationale? Justement, c'est ça la grande question. Parce que, bon, disons, je viens de lire la directive, on ne va pas le faire, on ne va pas dépouiller le vote des militaires immédiatement après leur scrutin.
Mais même si, par extraordinaire, on le faisait, ça change quoi dans la balance? Vous savez, il faut peut-être partir du constat, c'est que, et peut-être des assertions, des rumeurs, des idées préconçues. Dans la logique de la lutte contre les fraudes, beaucoup d'organisations avaient proposé, effectivement, qu'il n'y ait pas de réservation des urnes après les votes des militaires, parce qu'on ne sait pas si ces urnes sont vraiment en sécurité et qu'il n'y aurait pas eu de changement. Donc, je crois que c'est scellé, hein, c'est scellé, bien sûr. C'est scellé. Puis, je ne vois pas, effectivement, en 2020, à l'heure de WhatsApp, à l'heure où tout le monde utilise un téléphone qui peut envoyer toutes les informations, quelqu'un ouvrir secrètement les urnes des citoyens en uniforme pour changer les données. Maintenant, si tu es candidat, chacun a sa stratégie. Vous savez, même en Occident, il y a des candidats qui aiment provoquer. Il y en a qui aiment toucher à des sujets qui vont faire parler d'eux. Je crois qu'il y a aussi cela. Mais aucun candidat sérieux ne va oublier la partie qui concerne effectivement notre survie, notre sécurité, c'est-à-dire l'armée. Il doit avoir, quel que soit le cas, pour un candidat sérieux, une proposition visant d'abord à améliorer les conditions de travail de l'armée, des forces de l'ordre et de sécurité. Et ce n'est pas interdit dans la loi de faire un clin d'œil, mais il faut savoir choisir les sujets et les aspects à évoquer pour ne pas effectivement créer autre chose. Aujourd'hui, suivant nos tests, l'armée vote 72 heures avant les autres, et suivant nos tests, le dépouillement se fait le même jour et ensemble. Pour le moment, on va respecter cela en attendant que les nouveaux dirigeants essaient de convaincre, peut-être donner des raisons valables pour qu'ils puissent avoir autre disposition. En même temps, il y en a aussi qui disent, et beaucoup le disent généralement, c'est que tout le monde veut le changement, même les corps habillés. Et donc en disant ça, ils veulent prouver que le chef de l'État n'est pas non plus très aimé par les corps habillés. Non, je pense que l'opposition a un double langage. Tantôt, il s'attaque à l'armée, c'est elle qui maintient encore le pouvoir. Tantôt, ben, voilà, au sein de l'armée, il n'est pas aimé. Bon, et puis, on a connu plein de trucs sur l'armée. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir aux urnes. Parce qu'il y en a qui pensent que pour être au pouvoir, il faut avoir le soutien de l'armée. Oui, quand vous êtes au pouvoir, vous avez besoin du soutien de l'armée. Mais pour arriver au pouvoir, si l'armée vous amène au pouvoir, c'est un coup d'État. Donc l'armée ne peut pas vous amener au pouvoir aujourd'hui. C'est un peu plus compliqué. Même si ça arrive, il faut passer forcément par les urnes. Donc même si l'armée ne peut pas vous amener au pouvoir. Si Agouémé gagne demain, il peut dire qu'il veut le soutien de l'armée. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'armée peut le faire gagner. S'il gagne même, il n'a plus besoin de demander. Non, automatiquement, l'armée va faire son travail. Voilà. Oui, ça peut. J'aimerais faire un rappel important. Agouémé est actuellement député à l'Assemblée nationale en fonction. Le président de la commission de défense. Et donc, le principal chargé de défendre les intérêts, de travailler à l'amélioration des conditions de vie militaire. Et il y est depuis 1 an et demi déjà pratiquement. Et les militaires même auront eu à observer ce qu'il a pu faire en ces 1 an et demi là, en entendant les... D'accord, messieurs. On va passer aux notes. Les notes, avant de marquer une fin, vous donnez donc de 1 à 10 une note que vous attribuez à quelqu'un, à un fait qui vous a marqué. Vous dites les raisons très rapidement, en 30 secondes. Viens, Tommy. Moi, je pense que, au risque de ne pas dire des choses qui vont avoir des répercussions sur le vote en cours, je donne 6 sur 10 aux 7 candidats dans l'ensemble, tout en espérant que d'ici la fin du processus électoral, on sera quand même appelé à leur donner 9,5 sur 10 et surtout qu'ils essaie de cultiver la tolérance, l'acceptation de l'autre. Ce n'est pas un combat de physique, mais c'est plutôt un combat d'idées. Et je veux voir le projet de société de tout le monde dans les médias. D'accord. Germain Pouli. Je pense qu'il y a un candidat qui a
marqué aujourd'hui, c'est le candidat d'UNIR. Et 8 sur 10, pour ce message-là, le respect de l'adversaire et les conditions paisibles dans lesquelles cette élection doit se dérouler. Je pense que c'est valable pour tous les Togolais. Et c'est l'essentiel de ce qu'on devrait pouvoir retenir de ce début de campagne. Marc Aboflan? La note, c'est de 1 à 10. 1 à 10. 0 à 10, oui, justement. Donc, je donne 0. 0 à un duo. À Monseigneur Kodjo et à Guillaume Kodjo pour le simulacre qu'ils ont organisé la dernière fois. Ce qui est quand même extrêmement un sacrilège de remettre le drapeau, qui est un symbole d'État, au sein d'une église, un autre symbole qui est à respecter. Et sur l'autel, en pleine messe, je pense que ça vaut aussi, j'avais pu donner moins que 0, c'est ça que je leur ai attribué à ces deux-là. Parce que ce sont des anciens responsables, anciens présidents du HCR, anciens présidents de l'Assemblée nationale, qu'ils méconnaissent au point, ou qu'ils foulent au pied à ce point, les symboles de la République. Gros 0 pour eux deux. Merci, messieurs Marc Aboflan, Vivien Thomy, Germain Pouli. Merci à vous également de nous avoir suivis d'un peu partout sur la planète.